Allez, dernière table ronde de ces assises, de ces troisièmes assises des énergies marines renouvelables. Financer les projets énergie marine renouvelable en France et à l'export. Quels sont les outils de financement, les mécanismes nationaux et internationaux qui peuvent être mobilisés pour le développement de ces filières? Que propose l'Europe, notamment dans le cadre de ce célèbre plan Juncker? Que propose BPI France? Que propose la DG Trésor? Quelles structures sont actives et surtout, quelles sont les portes d'entrée auxquelles frapper pour y arriver? Alors, je vais demander à Magdalena Andrea Stratinescu Olteanu, chef d'unité Nouvelles technologies de l'énergie et innovation à la Commission européenne. Bonjour. René Mort, qui est responsable du programme éolien adjoint, chef de bureau aide projet à la sous-direction du financement international des entreprises. C'est la partie commerce extérieur de la DG Trésor au Minefi. Et puis Philippe Cavafian, qui est président du pôle éolien offshore du syndicat des énergies renouvelables et dans la vie de tous les jours, président du conseil d'administration d'Adwen, la joint venture 50-50 Areva et Gamesa. Alors, nous allons démarrer avec Andrea Stratinescu sur le programme de soutien de la Commission européenne. Vous voulez vous exprimer en français ou en anglais? En français, pas de problème. Alors, Madame Stratinescu, quels sont les différents outils mis en place par l'Europe pour soutenir ces filières énergie marine renouvelable? Quels sont les critères, les conditions et les gens qui sont dans la salle, les entreprises, les acteurs divers et variés, comment peuvent-ils faire pour s'adresser à vous? Est-ce qu'ils s'adressent à vous directement ou au travers d'entités propres à chacun des pays? Parfait, merci beaucoup et bonjour à tous, à toutes. En effet, en partant de la perspective française qui a été présentée jusqu'à présent, bien sûr, la perspective européenne. Tout d'abord, il faut mentionner qu'au niveau de la Commission européenne, on accorde une importance au développement de cette forme d'énergie. Et en effet, dans la perspective de décarbonisation, on parle des 100 gigawatts au niveau de 2050. Donc, il est certain que pour arriver à cette importance de cette forme d'énergie dans le système énergétique européen, il y a beaucoup de choses encore à faire du point de vue du développement de la technologie, réduction des coûts a été mentionné auparavant, amélioration de l'efficacité de la technologie et en même temps, bien sûr, il y a plus d'efforts qui doivent être faits pour le financement de ce type de projet. En effet, pour arriver, on a besoin de plus de projets, on a besoin de plus de projets de démonstration, on a besoin de déplacer des projets de démonstration vers des projets commerciaux. Donc, il y a plusieurs instruments au niveau des projets, surtout au niveau des projets de démonstration qui sont mis en place au niveau de la Commission européenne. Le classique, je dirais, c'est le programme cadre de recherche qui, en présent, roule sa 8e programmation. Donc, il est connu sous le nom de Horizon 2020, tout le monde le connaît. Donc, dans le cadre de Horizon 2020, on finance le développement des énergies renouvelables. Et bien sûr que l'énergie marine fait partie, mais on finance aussi le développement des technologies qui visent l'intégration de nouvelles formes d'énergie dans le système énergétique. Donc vous allez voir que sur la partie réseau, on parle pas seulement de développement de technologies spécifiquement au réseau, mais on parle de l'intégration de la génération variable et la mise en place aussi des solutions de flexibilité qui peuvent être stockage d'énergie ou demand response. Donc, il y a des projets qui sont mis en place, il y a des projets qui regardent de cette façon, comme je dis, le développement de cette forme d'énergie. Il y a aussi des projets au niveau d'Horizon 2020 qui regardent le développement des composants, de développement spécifique de cette technologie, mais aussi des projets intégrés. Jusqu'à présent, en effet, jusqu'en 2014, avant Horizon 2020, il y a un montant assez important, plus de 200 millions qui a été alloué dans le programme cadre précédent pour le support de cette technologie. On parle d'environ 70 projets qui ont été supportés. Et quand je parle d'environnement marine, il y a des projets pour l'énergie marine, mais il y a aussi des projets pour l'éolien offshore.
La France a, dans le cadre des projets, dans le cadre du programme cadre précédent, il y a un projet au niveau des éoliens offshore pour lequel la Commission européenne offre un soutien de 12 millions. Et il y a un projet pour énergie marine où le soutien c'est de 10 millions. Il est certain que les autres pays qui sont impliqués, ce sont les pays où il y a un potentiel de développement de ces technologies. On voit que Portugal, Écosse, bien sûr, sont impliqués. Maintenant, pour arriver à développer ces technologies et vraiment développer un potentiel européen, il y a beaucoup de choses à faire au-delà des financements au niveau des cadres réglementaires. Parce qu'au niveau des pays européens, il n'y a pas une harmonisation au niveau des cadres européens concernant le développement dans le secteur des énergies marines. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire à cet égard. Au-delà d'Horizon 2020 qui offre des subventions typiques et pour lequel, si vous êtes intéressé à déposer un projet, il y a bien sûr le site qui vous donne toutes les informations. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est un projet européen, donc il faut avoir au moins 3 pays européens impliqués dans le cadre de ce projet et déposer votre projet. Chaque année, il y a un appel à des propositions. Et les critères selon lesquels les projets sont évalués sont l'excellence, impact et aussi la qualité de la proposition. Donc, on parle surtout de la qualité de programme des travaux qui sont déposés et aussi la qualité des partenaires et comment vous allez mener votre projet. Donc, c'est vraiment une évaluation sur la base d'experts indépendants. Maintenant, au-delà des subventions, il y a d'autres instruments financiers qui sont accordés. Et vous avez mentionné le plan européen pour des investissements stratégiques, connu par tout le monde sous le nom de plan Juncker. Ici, on ne parle pas de subventions, mais on parle surtout des instruments financiers qui permettent à couvrir un risque là où le marché ne peut pas fonctionner d'une manière parfaite, il n'y a rien parfait, disons proche des conditions optimales. Donc, on parle ici d'un soutien qui est mis sur la table par la Commission européenne, mais aussi par les pays membres. C'est un instrument qui est géré par la Banque européenne d'investissement. Jusqu'à présent, il y a plusieurs projets qui ont été approuvés. Donc, la Banque européenne pour l'investissement approuve périodiquement des projets. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y a pour la France jusqu'à présent et j'ai vu efficacité énergétique au niveau de rénovation des bâtiments, c'est très fort. J'ai vu aussi pour le niveau d'énergie soutien accordé aux petites et moyennes entreprises sans définir pour quel secteur précisément. Et aussi, il y a un projet au niveau des infrastructures de transport. De manière globale, un environnement, si on peut regarder un environnement du mer, il y a 4 grands projets d'éolien et offshore qui ont été approuvés dans le cadre de ce plan et 2 seront localisés aux côtes de UK, du Royaume-Uni et 2 aux côtes de Belgique. Comme je dis, il y a vraiment des interventions et des batchs de projets qui sont approuvés d'une manière régulière et la Banque européenne pour l'investissement, c'est celle qui gère ce projet. J'aimerais aussi mentionner un autre instrument qui a été utilisé et dans le cadre duquel il y a aussi des projets français. C'est, comme c'est connu sous le nom de NER 300, en effet, quand Emission Trading Scheme, disons, le cadre précédent a été mis en place, les allocations pour des émissions ont permis de dégager des fonds qui ont été investis dans des technologies de renouvelables et aussi pour une partie pour la capture et stockage de CO2. Ici, on retrouve de nouveau des projets pour le secteur des énergies marines et on trouve aussi des projets pour le secteur d'éolien offshore.
Ce que c'est intéressant de mentionner au niveau de ces projets, ils ont été sélectés et approuvés sur la base de la capacité, sur la base du potentiel de production de l'énergie. Donc on parle vraiment des projets qui ont été proches de marché. Maintenant, bien sûr, avec la révision de l'instrument, on attend une continuation qui est prévue à être développée le plus vite. Donc, on parle d'un NER 400, on parle d'un fonds d'innovation aussi. Dans le cadre des Horizon 2020, il y a un autre instrument, au-delà, disons, des projets de recherche classiques que j'aimerais mentionner. On parle des projets qui arrivent à être démontrés pour la première fois au niveau commercial, so first of the kind. Donc, il y a des financements qui est accordé, de nouveau avec l'implication de la Banque européenne d'investissement. Et bien sûr, quand vraiment les solutions qui doivent être mises en place, les solutions qui doivent être démontrées ne peuvent pas être couvertes par les banques d'une manière normale, d'où au risque vraiment assez important qui est prévu au niveau de la bancabilité, au niveau de la réussite de ce projet. Pour financer un démonstrateur, par exemple. Tout à fait, oui. Donc, en effet, en grande ligne, un peu, ce sont les instruments qui sont mis sur la table. Et pourquoi c'est important? En effet, si on regarde au niveau des technologies pour la mer, l'Europe a 50% de l'expertise au niveau international. Donc, il est certain que si on veut maintenir cette expertise dans les années à venir, il faut investir et aussi il faut développer plus de collaboration. J'aimerais aussi mentionner qu'il y a un autre volet sur lequel on travaille, dans lequel on n'offre pas directement d'investissement au niveau de la Commission, mais on permet le développement de collaborations entre les pays membres qui sont intéressés à porter cette technologie plus loin. Vous êtes peut-être au courant, au niveau des technologies pour le secteur de l'énergie, il y a un plan d'action stratégique, le plan pour les technologies dans le secteur de l'énergie, 7 plans. Et ici, sur la base des orientations telles que prévues dans l'Union énergétique, on parle de développement renouvelable, on parle de développer une potentiel en Europe au niveau des performances pour les renouvelables. On parle aussi de réduction des coûts et des performances de ces technologies. Donc, pour les renouvelables, il y a une déclaration qui sera prochainement discuter avec les pays membres et avec les parties prenantes intéressantes dans ce dialogue. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un accord au niveau de qu'est-ce que ça sera fait pour la prochaine période, accompagné par un plan d'implémentation stratégique. Et ici, on parle des objectifs qui seront chiffrés, auxquels on va avoir une allocation au niveau des investissements nécessaires, et aussi une feuille de route qui sera bien ancrée dans le temps. Bien sûr que ça, comme je mentionnais, permettra aux pays membres de collaborer et développer des projets de pays membres, bien sûr, qui ont cette forme d'énergie et qui sont intéressés à développer des compétences. Au-delà, je dirais, d'une implication financière de la Commission européenne. On veut plus soutenir et développer cette forme de collaboration entre pays, parce que pour avoir la suprématie dans une technologie, les collaborations doivent aller, dans certains cas, au-delà d'un territoire national. Donc, brièvement, c'était ce que je voulais mentionner. S'il y a d'autres questions après, avec plaisir. Donc, vous nous avez parlé de 5 outils, le Fonds européen, le Fonds stratégique, investissement stratégique, EFSI, NER 300, puis NER 400 qui arrive. J'étais très déçu, je pensais que NER c'était New Energy Renewable, quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout, c'est New Entrants Reserve. C'est sur la base de l'instrument de Emission Trading Scheme, donc comme il a été développé auparavant. Donc il y a des allocations et en effet, même si ce n'est pas renouvelable, mais le fonds a été destiné à financer principalement des technologies renouvelables. Donc comme je dis, ce sont des projets qui ont été évalués.
sur la base de la capacité de production d'énergie. Donc vraiment très très proche, en effet, presque sur le marché. D'accord. Troisième outil que vous avez présenté en premier, H2020, le grand programme recherche et innovation. Quatrième outil que vous avez présenté, c'était pour les Risky Projects, mais je ne crois pas que vous ayez donné le nom de InnovFin. En effet, je dirais, c'est le héritier du auparavant mentionné Risk Sharing Financing Facility, qui a financé dans le cadre du programme 4.7 les projets First of the Kind, donc des projets qui sont prêts, des projets qui ont disons, une taille commerciale et pour lesquels les banques ne prennent pas le risque de financer un développement de tels projets. Donc en effet, ici, c'est la Banque européenne pour l'investissement qui est intervenue et qui a offert une garantie de risque. D'accord, merci. Donc 5 outils. Comment les entreprises doivent-elles faire pour pouvoir mobiliser ces outils financiers? Qui doivent-elles venir voir? Est-ce que c'est vous qu'elles viennent voir? Est-ce que ce sont des représentants dans les pays? Comment ça se passe? Mais tout d'abord, au niveau d'Horizon 2020, chaque pays, Horizon 2020 et aussi de plan pour les énergies technologiques, chaque pays a un représentant. Donc il y a un représentant national dans le cadre des comités énergie pour Horizon 2020. Et bien sûr que le représentant national est supposé à faire la coordination et collecter au niveau de chaque pays quels sont les intérêts à promouvoir. Ensuite, sur la base, disons, une fois le programme de travail approuvé, disons que vous trouvez là un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous voulez monter un projet européen. Bien sûr, comme je dis, le représentant national reste une source d'information, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi vous orienter vers la Commission européenne. Donc la Direction générale énergie, la Direction générale des recherches, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc en effet, ça peut être fait de cette façon, mais ça reste à vous de trouver des partenaires avec lesquels vous voulez bâtir un projet. Nous, on ne peut pas offrir ça. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné. Et en effet, ici, ça revient le rôle disons, de la communauté dans le pays respectif, mais aussi de la communauté au niveau européen. Au niveau européen, on a une Ocean Energy Forum, aussi on a une plateforme pour l'énergie marine. J'ai vu tantôt quelqu'un qui est ici, donc n'hésitez pas d'aller vers les représentants européens au niveau de la technologie. Il est certain qu'ils couvrent l'Europe au niveau au niveau des industries, au niveau des instituts de recherche qui sont intéressés à monter ce type de projet. Merci Magdalena. Pour les autres projets, vous avez des accords avec certaines banques locales, les banques de réseau? Non, ce n'est pas à notre niveau. En effet, pour EFSI, comme je dis, c'est la Banque européenne d'investissement qui gère. Il y a quelque chose qu'on vous mentionnait au niveau de l'efficacité énergétique, mais pas pour ce type de projet. Merci Andrea Stratinescu. Alors, René Moore, you are responsible in charge of the Dutch offshore wind program, which aim to construct something like 3.5 gigawatts of offshore wind farms within 5 years, 10 years? Yes, 5 years. 5 years. Correct, yes. Among 11 new wind farms. So could you give us an overview of these huge programs and the specificities and the conditions and the terms of reference, the particularity of this program to explain us how you will succeed also the cost reduction? Yes, of course. I mean, that's why you asked me here, right? Thanks. Okay, well, this is an example, of course, of this is the Dutch approach. All countries have their own approaches, but you see them converging a bit, you know. You see countries adopting each other's best practices. And maybe what I tell you today even helps France, you know, to make other steps, because everybody's struggling towards cost reduction. All right. I don't know if I can see my presentation somewhere, because that would... Fichier 3.2, yes. merci. Okay. It's over there, right.
Well, to tell you about the Dutch program, why we've invented actually a new program, I have to start with actually the Energy Agreement for Sustainable Growth, which is kind of the basis for our system. And then I will go on explaining the Dutch tender approach. And as I do that, I will go into the lessons we've learned so far. So this is the current situation. The slide which is not here. It's your slide. Yeah, I know. But you know, we have about 1,000 megawatts, so 1 gigawatt is actually built now, and our new program is, you know, a rollout scheme for 3,500 megawatts in the coming 5 years. Yes, next slide, please. And it starts with the at the end of 2013 with the energy agreement, which I don't know if you do the same in France, but if we have really big decisions to make which affect society as a whole, we try to realize let's say how you say this, an understanding and a mutual agreement with all kind of parties, you know, the employers' organizations, the employees' organizations, the green organizations, the government, you name it. And this energy agreement has a lot of aspects, also energy conservation and jobs, but for this presentation, the relevant part is a 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023, and 3,450 megawatt offshore wind tendered in the coming 5 years, but only if there will be a 40% cost reduction in the coming 10 years. And the government should provide a new legal framework. Now, why is this? Why this new legal framework? Then we have to go to the next slide, please. Yeah. Hello. Next slide, la diapo suivante. Merci. Non, c'est... Oh là. No, it's all hassled up, I think. Vous voulez une télécommande? J'en ai une là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Yes, further back. Voilà. Alors, Okay. on se remet là. Now, et two on down. essaye. Tac. Yes, next. Next slide. Okay. The first 4 points I will go more in detail in the next slide, so we'll skip this for now. But if you look at the last 3 points, you know, the results from our previous system was that we had about 80 applications of companies who wanted to develop an offshore wind farm, but this only resulted in 12 permits and actually 3 wind farms being developed and built. So that is very cost inefficient, of course. And also we had a very limited competition, only a small few countries, companies, you know, where they had the permits in their hands. So, and most importantly, our previous system led to significant risk surcharges and no cost reduction, or very few cost reduction. And this latter point I will go into more in detail in the next slide, please. This looks like a complicated slide, and actually it is, but I will try to simplify it a lot. This summarizes all the discussions we had with industry, with the financing institutions, with consultancies when we developed our new system. On top you see, you know, with the arrows, you see the typical stages that any project goes through when it goes through from feasibility to development to operation. And if you look at the graph below it, you see that in the beginning the costs are low, but the risks are high. And the same case is, of course, for the offshore wind farm development. In our old system, an offshore wind developer would pick a site, and then you would have to do site
site investigations, you know, to know how deep is the soil, how hard is the soil, what does the wind, how much wind is there annually, all kinds of characteristics. But how much money are you going to spend on the site investigations if you're not sure at all if you win the tender, ever? Probably not a lot, the developers told us. So and you know, if you have poor data on your site, then it automatically leads to risk surcharges if you want to finance your project. Same goes for the permit and grid connection. The permits, we had a very fixed permit. You got a permit for a typical wind turbine, and if in any case you won the tender later on, we saw that a lot of the times they had to apply for a new permit because the permits were obsolete, because the wind turbines in the permit were obsolete. They were already newer, better wind turbines, which caused a delay, and actually everybody knew this in advance. So, you know, it's difficult to make contracts with your supply chain, with the contractors, if nobody knows when this wind farm of yours is going to build, actually. And the grid connection, you can be a good wind farm developer, but that's not the same as being a good grid developer. It's not so much the technical aspects, but your grid is fine. You know, on one day your grid is going to connect to shore, and you see a lot of the time that it goes through a municipality, and then you get a lot of opposition. So you have to do a lot of stakeholder management to make sure that your grid connection will be there on time. And that was a big risk we saw in the earlier wind farm development, which also caused delays and therefore risk surcharges. You have to add the curve of the cost reduction on the slide, because you have the curve of the development costs. Yes. But we suppose that if you increase the development cost and that if you manage to lower the risk, you will have a cost reduction at the end. Yes, and that's so you have to add it with a very visible curve, maybe a red one, the cost reduction you manage in Netherlands. And this is exactly what we did. So next slide. If I could go to the next slide, yes. This is our new approach, and what we actually came up with industry and financial institutions is that we said, okay, those first stages, we can do them as the government. So we take out the risks from the developers, and because there are no risks to us, you know, this cost of the site investigation is passed on through the subsidy to the developer who wins the tender. So, you know, we can spend, and we actually did, tens of millions to site investigations, because who cares? We earn this back in very much lower bids at the tender procedure. So a new approach aimed at cost reduction is, you know, we will tender standard sites, because standardization is a driver for cost reduction. You see it with, you know, everything which is standardized, mobile phones, cars. It's not done because they like it, because of cost reduction. We will provide the site info and the permits before the tender takes place, so there's no risk that the permits will be delayed. And we will take care of the transition, the grid system. So also no risks there. And on top of that, we will publish a roadmap, so everybody knows in advance when the tenders will take place and what the caps are for the tender prices. And where they are, so this gives a long-term stability. We will provide flexibility. So, you know, the example of a fixed permit, we will throw it overboard. I will tell you later more about it. And we will hold tenders not between sites, but per site, with the competition on price. And let's make sure that the winner of the tender has kind of a guaranteed income for 15 years. Because that also lowers, of course, his risks perspective and, more importantly, those of the banks.
What do you So- mean by flexibility? You can change your turbine. You if can you change the number of turbine. would you like to go into now or a bit later? Because Okay, I have a later. slide. Okay, I have a okay, slide okay. of this. Just to give you an example of a wind farm site decision. A site decision is actually the permit, and we give the. This is actually a part of the Borselen area, which is the part which we tendered. And the tender was closed actually 2 weeks ago, so we live in very exciting times now. But we provide the site boundaries, we provide specific rules, also a bandwidth of design characteristics, and all the requirements. I will not go into detail of this slide. Actually, I won't give you very much detail at all, not as much as I should or I would have if I had more time. But later, at the end of the presentation, I will show you the link to the website where you can find everything I say more in detail. And most is in English, so I hope you can then read it, more leisurely. This is an example of the site data. This is what's called the bathymetry data. But you can see what kind of studies we performed, or actually all kinds of consultants did perform for us. And this was not something that we, thought of behind our desk, but we asked the industry, okay, what kind of information do you need to have in order to make a sound bid? So we have all kinds of these graphs in the link that I will show you later. And then I talked about the grid connection. Well, the grid connection will be provided by TenneT, which is our TSO, and they will connect the farms to the grid. And they will work also with standardization. They will work with 5 standard substations of 700 megawatts. This is the same TSO that has connected the German offshore wind farms. And they told us that they learned from that experience that you have to standardize in order to reduce your costs. So, and what they will do, they will connect 2 plots, so 2 sites, to one platform, which saves, of course, 5 substations if you have 10 plots of 350 megawatts. Okay. Next, please. I will skip this one because this is technical, and then you can ask me technical questions. I can't answer them. This is the roadmap. So we will do 5 times 700 megawatts in a tender. And you can see, this is the Dutch coast, obviously. And you can see, in which year we will tender what part. And the first tender, is just closed. This is what you ask about the flexibility. This is if you do the next slide. So we have kind of an envelope approach, an envelope permit. You can choose if you want to use a turbine of 3 megawatts, actually it's 4 megawatts, it's a bit older slide, or 10, or everything between. You can choose which kind of substructures you want to use. And we investigated all kind of parameters, in the environmental impact assessment to make sure that it could be, realized, and that and we also we provide with mitigating measures you have to take if you choose, for instance, a relatively small wind turbine. Then you have more bird casualties, so you have to do mitigating measures. But it's all described in our site decision. Does that somewhere answer the question about the? Yes, you can change. Okay. You want to understand now? You can change the turbine. What about the studies, among study? What about the birds, for example? What about all the environmental study you make? Yes, but as I try to explain, this is all investigated in the environmental impact assessment. And in the site decision, it states which kind of mitigation measures you should take if you choose a kind of turbine. So with 3 megawatts, you have to make more mitigating measures than with 10 megawatt turbines because they are slower and have less bird casualties.
That's what the experts told me. So, yes. So the tenders per site. What you can see there is the cap. You know, the maximum, and you have to bid below this maximum. This is not, the grid connection is not included, and the grid connection is about 1.5 cents per kilowatt hour. But of course, the caps are not the same as... It's a very low price. Yes. When we calculated, you know, it was calculated for us actually with the energy agreement that an average wind farm would cost 15 cents per kilowatt hour, of which 2.5 cents would be the grid connection. But because of all the things I showed you, including placing the grid connection in one hand, the DSO, which has, of course, which has a lot of market power, which is state-owned, so can lend, has low interest rates when it goes on the market for financing, which because of the standardization can go through a steep learning curve. That reduces the cost for the grid connection from 2.5 cents per kilowatt hour to 1.4. And in addition to that, as you saw on the slide with the grid connection, there were 2 cables per wind farm to the platform of TenneT. There's a kind of redundancy. You know, if one goes out, which sometimes happens when one goes into maintenance, the other is still around. And this also leads to a 0.5 cent cost reduction extra, which is not in the 1.5 cents. We'll discuss this point later on with Philippe Cavafian about the cost reduction and the price of the grid connection. Yes. Okay, I see that we have I'm over my time, but I'm almost done. So the winner gets the grant decision for 15 years. What we actually do is that, you know, if on top of the graph that is the price that won the tender, then we subtract what you get an income from the electricity sales, you know, and the rest is your subsidy. And if you go to the next, you're wrong. Okay, and if you go to the next slide. Again, next. Yeah. Again the next, yeah. You can see that this, you know, during the 15 years, the electricity price will rise and fall. And as a consequence, the subsidy you get will rise and fall, or fall and rise, actually, in reverse order. So, you know, and that's because our subsidy is the amount which you don't earn from the sales of your electricity. And another thing which is not in the graph, which we added, is that you can bank, you know, in the years that there's a lot of wind, you can bank your kilowatt hour for the next year. So, and if there's a shortage, you can put it from the bank. And actually, there's also a 16th year, you know, for all the kilowatt hours which you couldn't produce in the 15 years, you can make it up in the last year. You prefer to give a contract for 15 years than, for example, for 50,000 hours full load? That is stated in the bid, actually, how many kilowatt hours they are gonna produce. Okay. Okay. This I'm gonna skip because I have no time left. And this is the last slide. You can find all the relevant data, all the things that I've said more in detail on the offshorewind.rvo.nl. Okay, useful links. Thank you, René. One question maybe. I saw on one slide mention of a two-blade turbine. Is that to say that you propose again to work with, for example, Windmaster Machine? That was a Dutch company, well known in France, a two-blade turbine? Well, not per se, but we want to make it possible. We know that this is a renewed development. 2B Energy is one of the companies which works on this and have kind of a prototype. But we want to make sure that we don't hinder it. If it's a very cost-efficient technology, then the market will select it, and then, you know,
then there shouldn't be a rule which says, oh no, we only looked at three-blade turbines. So it's just to open the possibility. Okay, thank you, René. I imagine that some people from the audience will have some question for you about all the criteria you propose concerning your project. François Lavoué, adjoint chef de bureau et de projet à la sous-direction du financement international des entreprises, partie commerce extérieur, comme je le disais tout à l'heure, de la DG Trésor au Minefi. Alors, outil de soutien, un petit peu comme on l'a vu pour l'Europe tout à l'heure, focus sur la France maintenant, outil de soutien à l'export, à disposition des entreprises. Qui en assure la tutelle? Auprès de qui doivent-elles s'adresser? D'accord. Donc on a beaucoup parlé dans les débats à table ronde précédentes du rôle de l'État en tant que financeur de l'innovation, en tant que financeur de la structuration de filières. Moi, je vais vous parler d'une autre casquette de l'État, qui est celle de l'État financeur du commerce extérieur, puisque j'appartiens à la Direction générale du Trésor, donc, qui est une direction générale au sein de Bercy, qui dépend à la fois du ministre des Finances et du ministre de l'Économie. Et qui a parmi ses multiples attributions des attributions de financement du commerce extérieur. Donc pour résumer assez simplement, il y a deux types d'outils qui peuvent être mobilisés. Il y a des outils de financement direct qui sont gérés en propre par la Direction générale du Trésor. Et puis on a des outils qui sont plutôt assurés par d'autres institutions de la sphère publique, la COFAS et BPI-France en premier lieu, mais dont la DG Trésor assure la tutelle et dont évidemment les plus gros projets sont soumis à instruction et à validation de notre côté. Donc si on commence par le premier type d'outils de financement direct, donc on en a deux qui correspondent à ce qu'on appelle le LADIer, c'est-à-dire de l'aide spécifiquement dédiée à des projets proposés par des entreprises françaises. L'un s'appelle le FASEP et l'autre le prêt du Trésor. Donc je vais entrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer ce que ça recouvre, comment ça marche et comment vous pourriez ou pas en bénéficier. Donc si je commence par le premier qui s'appelle le FASEP, F-A-S-E-P, c'est un outil de don de l'État français à un État étranger ou une entité publique étrangère, mais c'est un don en nature, c'est-à-dire qu'au lieu de lui donner de l'argent directement, on va lui donner les résultats d'une prestation réalisée par une entreprise française ou plusieurs entreprises françaises. Et donc typiquement, on finance grâce au FASEP tout ce qui se trouve en amont de grands projets. Notamment des études de faisabilité, c'est-à-dire qu'on finance régulièrement des études réalisées par des ingénieries françaises ou des entreprises françaises, notamment dans les énergies renouvelables, mais pas que, pour étudier les modalités de réalisation de tel ou tel projet qui ne serait pas réalisé sur fonds FASEP. Ça, c'est le premier type de prestations que le FASEP peut financer. Et donc, par exemple, dans les énergies marines renouvelables, on a financé dans un pays du Maghreb une cartographie des potentiels marins, donc une cartographie assez fine de la houle en fonction de la zone, de la vitesse du vent, de la vitesse des courants, pour, à terme, pouvoir aider les entreprises françaises à développer des projets d'EMR. Le deuxième type de projet qu'on peut financer par FASEP, ce sont des petits démonstrateurs. Et là, typiquement, on a pu financer, par exemple, des picots hydroliennes. Alors, c'était dans le fluvial et pas dans le marin, mais voilà, on a financé des picots hydroliennes de quelques dizaines de kilowatts. L'idée est de prouver que dans un autre pays, un autre contexte, une technologie qui est développée par une entreprise française en France ou ailleurs peut en fait être adaptée aux besoins du bénéficiaire. Voilà, donc ça c'était le premier type d'outil, le FASEP. Si je passe au deuxième, qui s'appelle le prêt du Trésor, en fait, cette fois-ci, on n'est plus sur un don de l'État français à une entité publique étrangère, on est sur un prêt d'État à État, donc de ministère des Finances français à ministère des Finances étrangers, qui derrière peut être rétrocédé à une collectivité locale, à un autre ministère, voire une entreprise publique étrangère. Et en fait, ce prêt du Trésor, il existe sous deux formes. Une forme classique qui existe depuis pas mal de temps, qui s'appelle le prêt du Trésor concessionnel, qui est, comme son nom l'indique, très concessionnel, c'est-à-dire que les conditions financières qui sont proposées dans le cadre de ce prêt par la Direction générale du Trésor sont beaucoup plus avantageuses que ce qu'on peut trouver avec des financements commerciaux. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des durées de remboursement de plus de 20 ans et des taux d'intérêt qui sont
quasiment nul. Donc évidemment, c'est très 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 intéressant pour les pays qui peuvent en bénéficier. Il y a plusieurs contreparties à ça. En fait, il y en a deux principales. La première, c'est que on demande ce qu'on appelle une part française élevée, c'est-à-dire que il y a un niveau minimal de prestations qui va être assuré par des entreprises françaises, qui est élevé, plus élevé que dans des projets classiques. On a fixé un seuil à 70%, ce qui n'est pas toujours simple à atteindre, notamment dans le secteur de l'énergie, mais grosso modo, on arrive quand même à trouver des projets qui pourraient répondre à cette contrainte. La deuxième contrainte, qui peut être plus embêtante pour certains des projets, c'est qu'on ne peut financer, en fait c'est l'OCDE qui nous y oblige, on ne peut financer que des projets qui ne sont pas rentables sur le plan économique. C'est-à-dire qu'un projet pour lequel une entreprise française, un développeur, pourrait trouver un financement bancaire, ne peut pas faire appel à un prêt du Trésor. Voilà, donc ça c'était la version classique, la version prêt du Trésor concessionnel. On s'est aperçu que malgré tous ces attraits, il y avait quand même ces deux conditions qui étaient parfois un peu compliquées à remplir. Et donc on a créé en 2015 une déclinaison de ce prêt du Trésor qui s'appelle logiquement le prêt du Trésor non concessionnel. Alors la formulation est un peu trompeuse parce que même si ce prêt du Trésor n'est pas concessionnel, il est quand même beaucoup plus avantageux sur le plan financier que des financements bancaires classiques. Je ne vais pas vous donner d'exemple de taux d'intérêt parce que ça dépend du pays, mais on est généralement plusieurs. On peut être jusqu'à 1 ou 2% en dessous de financement bancaire classique. Les avantages qu'on a, c'est que les deux contraintes précédentes sautent ou en tout cas sont largement desserrées. C'est-à-dire qu'on a toujours une part française minimale à atteindre, mais qui cette fois-ci n'est plus de 70%, elle est de 50%, donc ce qui ouvre quand même beaucoup plus de possibilités. Et puis, on n'a plus cette obligation de financer des projets qui ne sont pas rentables. Donc, on peut financer n'importe quel projet, tout secteur confondu, et donc notamment dans les énergies renouvelables. Voilà, donc ça, c'est le premier type, enfin, c'est les outils de financement direct de la Direction générale du Trésor. Peut-être quelques mots. Vous ne faites pas que du financement, vous faites aussi de la garantie. Alors, on fait de la garantie. Avant de passer peut-être à la présentation des outils garantis, quelques mots sur la géographie d'intervention. D'accord. Oui. Puisqu'en fait, il y a des géographies qui ne sont pas uniquement choisies par nous, qui sont largement imposées par des contraintes extérieures, notamment des engagements pris par la France auprès de l'OCDE. En fait, le premier outil, le FASEP, peut s'appliquer dans tous les pays éligibles à l'aide publique au développement, c'est-à-dire en gros tous les pays hors OCDE. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure de programmes éoliens offshore aux Pays-Bas. Le FASEP ne pourrait pas s'appliquer sur des projets de ce type. Par contre, il y a 150, 160 pays, c'est-à-dire en gros tous les pays hors Union européenne, hors pays du Golfe, hors Amérique du Nord et Japon, Australie, qui sont éligibles. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Sur les prêts du Trésor, la situation est un peu différente. En fait, sur les prêts du Trésor concessionnels, l'OCDE, là encore, nous oblige à une liste de pays bénéficiaires assez restreinte. Il y a autour de 50 pays qui peuvent en bénéficier. Ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas intervenir partout. Maintenant, dans le domaine des énergies marines renouvelables, il y a des pays qui pourraient être très intéressants. On a parlé au détour d'une table ronde de l'attrait que pouvaient présenter les EMR pour électrifier des sites isolés, des îles par exemple. Typiquement, des pays comme l'Indonésie ou les Philippines sont éligibles auprès du Trésor concessionnel. Voilà, donc il y a quand même des pays qui peuvent présenter un grand intérêt pour les entreprises présentes ici. Sur le prêt du Trésor non concessionnel, cette fois-ci, tous les pays sont a priori éligibles. La seule différence qu'on fait, c'est que chaque année, on établit certains pays qui sont exclus parce qu'on juge que le risque associé aux acheteurs de ce pays est trop élevé. Et donc là, pour 2016, on a à peu près entre 120 et 130 pays qui sont éligibles à ce second type de prêt du Trésor. Alors tout ça est un peu abstrait, mais les cartes d'intervention pour chacun de ces outils sont disponibles sur le site de la Direction générale du Trésor. Alors, voilà, donc maintenant si on passe aux outils assurance, donc qui, je me répète, mais qui ne sont pas directement instruits par la Direction générale du Trésor. Alors il y en a plus d'une dizaine, je ne vais pas tous les répéter ici. Vous avez un panorama complet sur le site de la Direction générale du Trésor. Je vais simplement mentionner peut-être les 3 ou 4 qui me paraissent les plus importants. Le premier qui est le plus important, ne serait-ce que parce que c'est le plus important en termes de montant, c'est celui de l'assurance crédit, donc qui est essentiellement géré par la COFAS.
pour lequel on a, pour le coup, une géographie qui peut permettre d'intervenir dans les pays de l'Union européenne, dans les pays de l'OCDE. On a typiquement eu à instruire des dossiers dans les EMR sur des pays d'Europe que je ne citerai pas, mais que vous pouvez imaginer. Et donc là, ça représente des montants et une activité importante, puisqu'en 2015, on a délivré 169 promesses de garantie pour un montant total de pas loin de 22 milliards d'euros. Donc on voit qu'on est sur des volumes de garantie qui sont extrêmement importants et donc qui permettent un flux d'affaires derrière pour les entreprises françaises important. Ça, c'est le premier outil en termes de montant. J'en citerai deux autres essentiellement, qui sont la garantie de change. On va pouvoir couvrir une entreprise contre un contrat réalisé en devises étrangères, ou bien la garantie d'investissement pour une entreprise française qui doit investir dans le cadre d'un contrat dans un pays étranger. Dernier instrument que je voudrais citer, parce qu'il a été mis en place assez récemment et je pense qu'il peut être intéressant sur certains des projets, c'est un outil de refinancement par la SFIL, en fait. La SFIL, qui est une banque publique française, qui permet de diminuer le montant, les taux de financement par rapport aux financements commerciaux et même aux financements commerciaux garantis par la COFAS. C'est-à-dire que là aussi, on essaye de s'adapter au maximum et à créer de nouveaux outils, de nouvelles modalités d'intervention pour essayer de vous accompagner selon vos besoins et essayer de réduire au maximum le coût de vos financements pour que vous soyez le plus compétitif possible derrière sur les contrats. Voilà, donc on a, je pense, un éventail assez large qui, effectivement, en fonction de vos besoins, doit pouvoir correspondre à pas mal de choses. Alors, puisque vous parlez des besoins, ça tombe bien. Qui est concerné? Quel est le processus d'attribution? Comment concrètement mobiliser ces dispositifs? Et qu'est-ce que vous demandez aux entreprises qui viennent vous trouver? Qu'est-ce que vous attendez de ces entreprises qui viennent vous trouver? Alors, qui est éligible? Tout le monde, enfin toutes les entreprises françaises ou avec une base industrielle en France. Typiquement, une entreprise comme GE, malgré sa nationalité américaine, est tout à fait éligible à partir du moment où elle a des usines en France. Et on finance des choses avec des grands groupes comme EDF ou anciennement Alstom, jusqu'à une PME de 5 personnes. Donc on a un peu tout le spectre possible. Alors effectivement, en fonction des montants des montants des projets et des montants de financement qui sont demandés, il est clair qu'une PME de 5 personnes va probablement pas pouvoir bénéficier d'un prêt du Trésor de plusieurs dizaines de millions. Il y a aussi un principe de réalité, mais en tout cas, la porte est ouverte à tous. Et donc, la première chose à faire, si vous souhaitez bénéficier de ces outils, c'est venir nous rencontrer, donc soit nous directement à la Direction Générale du Trésor, soit, si vous avez déjà une idée précise d'un projet dans un pays étranger, passer par les services économiques, les conseillers économiques au sein des ambassades, avec qui on travaille de façon très étroite pour instruire les demandes de financement qui nous arrivent. Après, qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont un peu les bons candidats pour ce type de financement? Je crois qu'il y a trois principaux critères. Le premier, c'est qu'il faut que la technologie qui est proposée soit suffisamment mature, c'est-à-dire que ces outils ne sont pas là pour financer de la R&D. Et donc là, typiquement, sur des technologies d'EMR comme l'énergie thermique des mers ou le moteur, on sera peut-être un petit peu en amont pour pouvoir bénéficier de ce type de financement. Mais à contrario, sur de l'éolien offshore flottant, sur des hydroliennes, on peut tout à fait envisager les financements qu'on peut proposer. Donc ça, le niveau de maturité de la technologie est un point important. Le deuxième élément, c'est qu'il faut quand même que ce soit une technologie qui soit compétitive, parce qu'on a quand même plutôt une logique de mettre le pied à l'étrier, mais pas une logique de financement pérenne. C'est-à-dire que si on vous octroie un FASEP ou un prêt du Trésor dans un pays pour un projet, vous aurez du mal à obtenir un deuxième prêt du Trésor pour un projet du même type dans le même pays. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut que ce soit une première référence pour vous, mais il faut que vous ayez les reins suffisamment solides derrière pour pouvoir vivre sur d'autres financements. Et le troisième critère, c'est qu'on est très attentif en fait à l'aspect filière, parce que nous, notamment dans le cadre des FASEP, ce qu'on demande à l'entreprise qui vient nous voir, c'est
de nous montrer en quoi, évidemment, le financement qu'on pourrait lui apporter lui bénéficie à elle, entreprise, mais aussi en quoi ce financement pourrait bénéficier aux entreprises de la filière. C'est-à-dire que si on finance une étude de faisabilité, il faut que derrière, il y ait d'autres entreprises qui puissent bénéficier des retombées. Et dans le cadre d'un FASEP, on demande à l'entreprise française qui vient nous solliciter pour un financement, en fait, de s'entourer d'un groupe d'entreprises, ce qu'on appelle dans le jargon un club de suivi d'entreprise, qui s'intéressent au projet, qui sont prêtes à aider l'entreprise à monter son projet, tout simplement parce que derrière, elles sont intéressées par les retombées de l'étude. Donc voilà un peu les 3 critères principaux. Dans les acteurs que vous avez cités brièvement, dernière question très courte, vous n'avez pas cité Adwen. Est-ce que la consolidation importante du secteur des énergies renouvelables modifie votre façon de voir les choses, d'intervenir ? Alors, on n'a pas cité Adwen, effectivement, parce qu'à ma connaissance, ils n'ont pas bénéficié de financement de ce type, mais peut-être que je me trompe. Je pense que la consolidation du secteur est pour nous un point assez positif, hein, si on parle vraiment de la partie financement, parce que ça augmente globalement la capacité des entreprises françaises à partir à l'export, à avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir faire des choses intéressantes et pouvoir derrière bénéficier à plein de ces logiques de première référence que nous, on peut ouvrir. Donc, pour faire court, oui, on est assez favorable et on voit d'un œil assez favorable cette consolidation du secteur. Merci François Lavoué pour la vision et les outils de la DG Trésor. Philippe Carafian, de toute façon, n'est pas ici avec sa casquette de président du conseil d'administration d'Adwen, mais avec celle de président du pôle éolien offshore du syndicat des énergies renouvelables. Alors, réaction du syndicat à la mise en place de ces outils et dispositifs de soutien. Est-ce qu'ils sont de nature à créer de véritables filières industrielles ? Est-ce qu'ils sont de nature à permettre une baisse des coûts ? Alors, bonsoir. La baisse des coûts, elle est surprenante parce que c'est la 3e fois qu'on vient en 3 ans aux assises nationales des énergies marines renouvelables. Et au début, on en parlait et maintenant, on la mesure. Depuis 4-5 ans en Angleterre, je crois que les tarifs des champs attribués ont baissé de à peu près 15%. On a parlé de Hans Rev 3 l'année dernière. Non seulement Hans Rev 3, c'est 103 € du mégawattheure attribué au Danemark. Ça a été attribué en 2015. Avec le raccordement ? C'est hors raccordement, mais comme M. Moore l'a souligné, le raccordement, ça peut être traité de façon plus efficace, par exemple en mutualisant les sous-stations. Donc c'est ce qui s'est passé à Hans Rev 3. Mais donc on est à peu près en 2018-2019 avec de l'éolien en mer en Europe qui va coûter pas loin de 100 € du mégawattheure. Alors on peut penser que c'est une exception, mais si vous avez noté les mêmes chiffres que moi, en 2016, le plafond, le prix maximum toléré sur un appel d'offres en Hollande, sur les champs de Borssele, c'est 119 € du mégawattheure, hors raccordement, mais ça fait 15 €. Donc même si on rajoute le raccordement, ça fait 135. Et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que tous les champs dont on parle vont être construits avant les champs du premier appel d'offres français. Dont la moyenne se situe autour de 100 000. Je ne vais pas parler de la moyenne, parce que ce n'est pas la moyenne qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Et la dynamique en Europe, elle nous dépasse largement. Donc, est-ce que la baisse des coûts est réelle ? Je pense qu'il n'y a qu'à regarder ce qui se passe et comprendre que l'éolien en mer baisse ses coûts. On a parlé il n'y a pas si longtemps de 30%, on en a déjà fait la moitié du chemin, d'ici à 2020. Et pourquoi elle est réelle ? Parce que en fait, les turbines sont plus puissantes. On en a parlé un peu tout à l'heure. Des turbines plus puissantes, ça fait des économies sur les coûts d'infrastructure, en fondation, en câble, en maintenance annuelle. Et pour autant, on fait des turbines plus puissantes, mais on produit avec moins de turbines plus d'énergie. Donc on augmente la ligne des revenus, on baisse la ligne des coûts. Donc les investissements sont plus efficaces. Et on a parlé de mutualisation de sous-stations avec l'exemple des champs. Je crois qu'STX est dans la salle. Il y a beaucoup d'économies, non seulement sur les turbines, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On peut standardiser les sous-stations. On peut standardiser la fabrication des fondations, l'industrialisation des chantiers en mer.
tout ça, c'est une industrie qui est en train de... Alors, on a parlé de maturité, je ne sais pas quand est-ce qu'on est vraiment mûr quand on s'appelle l'éolien en mer, mais ce qui est sûr, c'est que ça se professionnalise et qu'on est dans une réduction des coûts qui est tellement visible qu'après 2020, au Royaume-Uni, on évalue le coût de l'éolien en mer plus compétitif que le cycle combiné à gaz. Vous ne me prendrez pas au piège de parler du nucléaire. Mais j'ai pas posé la question. Donc, on va parler de quelque chose d'assez connu. Le cycle combiné à gaz, au Royaume-Uni, spontanément, c'est un investissement assez facile à faire. Et bien, les gens qui aujourd'hui veulent mettre de l'argent dans un outil pour produire de l'électricité au Royaume-Uni, avec des horizons d'investissement à 4-5 ans, l'éolien en mer, c'est un ticket qui est plus intéressant que le cycle combiné à gaz. Et non seulement il est plus intéressant parce qu'il pourrait coûter moins cher, mais il est plus sûr Meilleure de stabilité, coûter moins cher meilleure que visibilité. le prix du gaz. Et donc on est dans une situation tout à fait nouvelle où la communauté des investisseurs est en train de comprendre que l'éolien en mer, c'est un investissement très intéressant pour les fonds d'infrastructure. La dite communauté, dans le même temps, s'interdisant de continuer à financer du charbon. Pour l'instant, ils s'interdisent du charbon. On verra après. Et donc, l'année dernière, on a doublé en Europe les investissements en éolien en mer. Donc, on a aussi doublé les installations. On a installé quand même 3000 mégawatts. C'est-à-dire, l'année dernière, en Europe, on a installé tout ce qu'on veut faire en France entre le premier et le deuxième appel d'offres. Mais c'était juste l'année dernière et c'est déjà fait, quoi. Et donc, ça a drainé 18 milliards d'investissements, 18 milliards d'euros, sur lesquels 7 milliards étaient en financement avec une dette sans recours. Alors, une dette sans recours, sans vouloir donner trop de détails, ça veut simplement dire que la communauté des investisseurs commence à croire qu'effectivement, les risques associés à l'éolien en mer, pour maîtriser la technologie, la fiabilité, pour avoir des projets qui démarrent à l'heure et dans les coûts, la communauté des banques et des financeurs croient qu'en fait, c'est un ticket assez sûr et que donc on peut même faire de la dette sans recours. C'est-à-dire que le projet lui-même sera capable de rembourser sa dette sans autres garanties supplémentaires. Donc, en fait, on est aujourd'hui en train de vivre le moment où l'éolien en mer, dans un an, peut-être aux prochaines assises, ça va être une banalité de dire que l'éolien en mer, c'est le meilleur ticket d'investissement pour des fonds d'infrastructure en Europe. On est en train de parler d'éolien posé. Alors, effectivement, il y a une nuance importante, c'est qu'on parle de poser. Mais aujourd'hui, on a parlé un peu de flottant et d'hydrolien. Et je crois que l'erreur à faire sur l'éolien et le flottant ou l'hydrolien, ça serait de s'imaginer qu'on a le temps. Je crois qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps d'un projet en France qui aurait pu être les premières éoliennes en mer, pas loin de Velette. On avait un permis, oui, on aurait pu avoir des éoliennes aujourd'hui qui tournent en France. Bon, on ne l'a pas fait. 105 MW, le premier projet qui a été On l'a pas sélectionné en fait. cadre d'un appel d'offres, c'était en 2005, c'est ça 2005. On ne l'a pas fait, entre autres, parce que les acteurs français font un peu la guéguerre en général. On préfère s'assurer que les autres perdent et pas qu'on gagne. Donc, c'était une mauvaise coopération entre acteurs français. Entre-temps, nos amis d'Alstom et de GE vont installer leur turbine à Block Island, aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'un projet aux États-Unis qui a démarré il n'y a même pas 2-3 ans va avoir des machines installées à l'automne, qui sont de technologie française par ailleurs, mais 3 ans. C'est-à-dire que nous, on avait, depuis 15 ans, pas réussi à installer les premières éoliennes, et à l'étranger, avec un peu plus de pragmatisme, on va dire, on a installé en 3 ans les machines que nous, on n'avait pas réussi à trouver, même un site prototype en mer pour les installer. Alors, je dirais, il y a 2 choses à garder en tête. Un, les coûts baissent, et les coûts sont de l'ordre de 100-120 euros du mégawattheure aujourd'hui en Europe. Et surtout, en Europe, on met 3-4 ans à faire des projets. Et tout ce dont on parle en France, c'est des appels d'offres pour faire des projets dans 8 ans. Donc il faut juste passer la seconde, je ne sais pas comment on dit, dans le langage des ministères, mais il faut peut-être sortir de la première vitesse, quoi. Il faut passer la seconde. Parce que si on fait le même raisonnement
dans les autres filières, l'éolien flottant et l'hydrolienne, alors qu'aujourd'hui on a une avance, on peut aussi ne pas avoir l'avance dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une décision politique, il faut mettre en place des outils rapidement. Il y a des bonnes décisions dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il y a l'encadrement des recours, ça donne de la visibilité pour les investissements. Il y a les appels à projets. Pour les filières moins développées que l'éolien posé, il ne faut pas sauter les étapes. On est avec des prototypes, des sites de démonstrateurs, des fermes pilotes. Il faut simplement ne pas imaginer qu'il faut des années entre les étapes. Parce que je sais très bien qu'il y a, dans les communautés technologiques qu'il y a dans la salle, il y en a qui sont plus pressés que d'autres, il y en a d'autres qui disent « Oula, il faut attendre, il faut passer par les étapes, il faut bien valider ». Oui, mais si les Japonais et les Américains font du flottant plus vite que nous, alors qu'on a les premiers démonstrateurs, on devra se mordre les doigts dans quelques temps. Donc, on ne grille pas les étapes, mais on les accélère. Quelqu'un m'a dit que la première éolienne offshore française serait vraisemblablement flottante. Alors, elle ne sera pas française. La première éolienne sur un flotteur risque de ne pas être du tout française. Je parlais sur le territoire français. Mais bon, la question n'est pas de savoir si elle est française, la question est de savoir si elle génère des emplois en France. Parce que la question sur la consolidation, je l'ai quand même entendu un tout petit peu. Oui, le vrai sujet, petite position quand même. C'est, pour revenir à l'acceptabilité des projets, cette filière, que ce soit du posé, du flottant ou de l'hydrolien, ne fonctionnera que lorsque les emplois seront créés et visibles pour les gens qui supportent par ailleurs la cohabitation avec ce nouvel usage. Si les emplois sont à l'étranger et les éoliennes sont en mer en France, ça ne plaira pas de la même façon que ça ne plaît pas dans le terrestre. Alors, juste pour revenir sur 2020 et l'horizon, bon, on est déjà dans une réalité où les investissements industriels ont besoin d'un cadre stable, de visibilité, garder le cap. Tout ça, je crois que les conditions y sont. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la compétitivité qui, par exemple, sur Borssele, est en train de devenir une réalité en Europe. C'est-à-dire que sur les quelques offres, dans le processus d'appel d'offres lancé par le gouvernement néerlandais, on a maintenant non pas 1, 2 ou 3 acteurs qui se positionnent, mais on a 8 ou 10 acteurs, 8 ou 10 consortiums qui se positionnent avec des nouveaux entrants. Mais la concurrence, elle vient aussi de là. Et donc, on peut raisonner à qu'est-ce qu'on voudrait faire en France. On a travaillé, le CER, on a même travaillé avec la FER en bonne coordination avec le ministère pour élaborer quelles sont les bonnes étapes d'un dialogue concurrentiel. Simplement, on peut essayer de réinventer l'eau chaude, ou on peut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger et aller un peu plus vite dans l'industrialisation des appels d'offres. On est tous à titiller, il y a Dunkerque, il y a peut-être Oléron, enfin, c'est du bricolage. On n'est pas en train de parler de trains d'appel d'offres avec 15 gigawatts en France. Il faut raisonner à comment on rend normal le fait qu'il va y avoir des appels d'offres les uns après les autres et que les études seront faites, que les sites seront accessibles aussi à la concurrence étrangère, et c'est comme ça qu'on baissera les coûts. Parce que c'est comme ça que ça a baissé au Danemark et c'est comme ça que ça baisse en Hollande. Donc, juste une petite précaution de langage. Tout ce que je dis pour l'éolien posé ne s'applique pas exactement de la même façon sur les autres technologies qui ont besoin de passer les étapes de validation technologique, de ferme pilote. Et là, je pense qu'on est tout à fait aligné avec la volonté de l'État de soutenir et de ne pas offrir tout de suite à un appel d'offres très concurrentiel des technologies qui doivent s'établir et là, effectivement, gagner leur crédibilité. Puisque les investisseurs dont on parle maintenant, très intéressés par l'éolien posé, ne viendront pas dans des technologies où il y a encore des risques, où il y a encore, je dirais, une grosse incertitude sur les rentabilités des projets. Un petit dernier mot sur le darwinisme qui est en marche et sur la consolidation qu'on évoquait tout à l'heure et sur ce qui risque de se passer après 2020. Ce n'est pas une question précise sur tel ou tel industriel.
c'est plutôt une vision. Toute une vision- référence à des fabricants de turbines Absolument, serait complètement, absolument. Non. absolument Absolument. fortuite. Oui. En fait, je crois que je vais reprendre les mots de madame parce que la vraie question, aujourd'hui en Europe, je crois qu'on a un leadership technologique et une expérience unique opérationnelle sur l'éolien posé, pour prendre que cette technologie des énergies marines. C'est indiscutable. La base installée en Europe, c'est 11 gigawatts. En Asie et aux États-Unis, ça commence à peine. La vraie question, c'est si on se projette dans 10 ans, qu'est-ce qui fait que l'Europe gardera ce leadership technologique et cette expérience unique dans l'ensemble des énergies marines? Parce que dans 10 ans, il ne faut pas croire qu'il n'y aura que l'éolien posé, il y aura forcément de l'éolien flottant et massif, et il y aura de l'hydrolien et massif, beaucoup plus que ce qu'on soupçonne aujourd'hui ici. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, voilà, de la même façon que je disais, les acteurs français n'ont pas bien coopéré, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les acteurs européens coopèrent? Parce que le vrai débat, ou le vrai enjeu, c'est d'être à équiper en Asie et aux États-Unis avec de la technologie européenne et d'investir et de participer au développement de ces capacités de production là où il va y avoir un développement massif. Parce que sinon, mathématiquement, on va devenir une petite partie de la situation comme on l'est aujourd'hui dans l'éolien terrestre. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a même 15 ans, même moins de 15 ans, l'Europe, c'était le premier marché de l'éolien terrestre dans le monde. Je sais que ça fait ridicule de le dire aujourd'hui, mais après c'est devenu les États-Unis et très rapidement après c'est devenu la Chine. Et c'est en 10 ans que ça s'est passé. Donc la vraie question, c'est quelle est la coopération entre les acteurs aujourd'hui pour que ce qu'on sait faire en Europe, on soit encore en tête de peloton dans 10 ans. Et pour moi, ça passe par d'abord, il faut se concentrer sur le concret. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire des appels d'offres qui marchent et en faire plus. La baisse des coûts, c'est pas la peine de s'imaginer qu'on va être protégé dans un environnement alors que le voisin fait 2 fois moins cher. Donc il faut s'y exposer. Donc forcément, les sociétés françaises à l'export et les étrangers en France. Et il ne faut pas sous-estimer la chance qu'on a avec les technologies et les compétences, les énergies marines. Alors, par exemple, l'aérodynamisme de l'éolien posé, ça sert très bien dans l'éolien flottant. Les systèmes d'ancrage de l'éolien flottant, c'est des choses qui peuvent servir aussi dans les autres énergies marines. Et tout ce qui est raccordement en milieu marin, que ce soit de la moyenne tension ou de la haute tension, tout ça, c'est des savoir-faire qui sont autour des énergies marines et où il va y avoir forcément une cascade de compétences et on va pouvoir, ce qu'on appelle la cross-fertilisation, qui n'est pas forcément très français, mais ça, c'est des choses qu'il faut faire aujourd'hui au niveau européen pour être sûr que demain, on soit tous en tête. Merci Philippe Cavafian. Alors avant de peut-être donner la parole à la salle pour une ou deux questions, puisqu'on est complètement à l'heure, une réaction d'Andrea Stratinescu par rapport à ce que vous venez d'entendre. Derrière tous les outils que vous nous avez présentés tout à l'heure, les 5 grands outils qui permettent d'aider les projets, derrière toutes les procédures qui se cachent derrière ces outils pour y avoir accès, vous surveillez ce que vient de nous présenter Philippe Cavafian, c'est-à-dire ce travail ensemble et de concert des différents acteurs et opérateurs et ce qui pourrait se passer au niveau européen pour que l'Europe reste première pendant encore de nombreuses années sur le marché? En effet, il y a plusieurs projets, comme je dis, qui ont été sélectionnés et qui sont en train de déroulement. En effet, comme je mentionnais auparavant, je pense que il y a peut-être un travail qui doit être fait aussi au niveau des pays membres, parce que ce qu'on observe dans certains projets, il y a beaucoup de délais. On arrive vraiment dans ce domaine où vraiment le temps signifie beaucoup en matière de développement des technologies. Il y a vraiment beaucoup de blocages au niveau des permis d'environnement. Donc, en effet, on n'arrive pas à démontrer proprement la technologie. Les projets européens sont des projets collaboratifs entre les pays européens. Comme je mentionnais, il faut avoir au moins 13 États membres impliqués. Et pas seulement ça, nous, ce qu'on veut mettre en place, parce qu'avec 80 milliards pour 7 ans au niveau de toute la recherche et innovation en Europe,
vous vous rendez compte que ce n'est pas un montant suffisant pour promouvoir et soutenir toutes les technologies. Il y a beaucoup d'autres ressources au niveau des pays membres, il y a aussi des ressources privées. Donc, comme je mentionnais, au niveau du plan de développement pour les technologies de l'énergie, 7 plans, et je vous invite tous de suivre ça, on veut consulter les acteurs et les gouvernements de tous les pays et de voir si vraiment les objectifs qu'on a fixés sont réalistes, s'ils sont assez ambitieux, comment on va travailler pour les mettre ensemble d'une manière commune. Donc, sur le site web de Strategic Energy Technology Plan Information System, acronyme CETIS, vous allez trouver tous ces documents et vous êtes invités à faire vos commentaires. Vous êtes invités de nous donner des recommandations si vraiment vous pensez qu'il y a le cas de faire. De notre côté, on va soutenir à ces projets. Et comme je mentionnais, pas nécessairement des projets isolés, mais ces projets intégrés dans le système, intégrés avec le réseau et de voir comment tout ça peut être ancré dans le système énergétique du futur. Ça ne s'arrêtera pas ici, mais comme je dis, il faut que l'effort soit mis en place et la collaboration vraiment des deux côtés. René Moore, concerning your program, is it an open process? Everybody from the audience can participate to your program? Yes, and I fully agree with Monsieur Lavoie here, because he said, you have to cooperate as companies, as French companies, with other companies who have, also strong points. And if you don't, you will lose the tender. It's simply as that. You didn't say it exactly like this, but I know for sure. And I can tell you that, the Danish system is also a very open system. Well, you mentioned the 10.3 cents per kilowatt hour. And I know, but I can't tell you what the results will be from the first Dutch tender. But let me assure you that we are very satisfied with the results. So my message here is, cooperate. And we also took the initiative together with the Danish to work together on let's say on the government part, because also the government, they kind of, we're in competition with each other with all the different schemes for subsidy. And we try to, come to an understanding that we have, not one system, but more systems which are more alike. So we won't compete with each other, which disrupts the market actually, if you don't do it very carefully. Because then you get a lot of, if you all plan your tender at the same time, then there will be a lot of strain on the supply chain, and the price will go up. And next time the price will come down, and that is very bad for your employment actually, because you get the disruption. Another thing I would like to say that end of this month, no, next month, the Dutch presidency of the European Union will end, and in 5 or 6 days there will be signed a political declaration, which is instigated by us, for more cooperation on the offshore wind program of all countries together. And that's all done just, to be sure that the prices will go down, because as you said, Mr. Lavoie, the competition is now in Europe, but in a few years it will be all around the world, and then you have to be the best and the most cheap. This is Mr. Cavafian. Who said that? I'm sorry. Okay, no problem. One question more maybe. You will give the results of the study to all the companies potentially interested by the tender. Yeah. That's it. Yes. So they will benefit from some study financed by your ministry. Yes. Did you notify the Commission that you will give help to the company? Do you Yes. need to notify? We know that very well in France, in fact, the notification procedure. Did you notify the Commission? Yes, we did notify our whole system with the European Commission, Okay. and they So- approved. Not good. Okay. They agree. Okay. Ouais, it's the most important point, certainly. Avez-vous des questions à leur poser? Oui? Là-bas? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Bon.
Présentez-vous bien, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Jacques Dubost, Bretagne pour le Naval. J'ai cru comprendre quand même au cours des diverses discussions que le prix est prépondérant. C'est ce qu'a rappelé aussi Philippe Cafafian tout à l'heure. On a parlé aussi de beaucoup d'emplois. Les industriels fondent beaucoup d'espoir sur cette nouvelle technologie. Mais est-ce qu'on ne risque pas, justement, dans les différents appels d'offres à venir, est-ce que la part qui reviendra aux entreprises françaises risque-t-elle pas d'être marginale, puisque au niveau des coûts, on risque, comme c'est la création d'une filière en France, alors que j'ai cru comprendre qu'il y avait il y a déjà des entreprises étrangères qui ont déjà fabriqué, est-ce qu'on risque pas de ne pas être compétitif et en fin de compte de n'avoir pratiquement que peut-être la maintenance, mais en ce qui concerne la fabrication, est-ce qu'on risque pas d'être écarté? Philippe Cavafian. Alors, je crois que la table ronde précédente est une bonne illustration du fait que des entreprises françaises, notamment encadrées par le programme Windustry, qui accompagnent et qui leur permet un peu d'anticiper et de se préparer, sont déjà aujourd'hui dans le marché de l'éolien en mer à fournir des pièces qui vont à l'étranger. Ça ne se fait pas tout seul, c'est vrai. Ça se fait avec beaucoup de volonté, de ténacité. Il faut être aidé. Il faut avoir des donneurs d'ordre qui coopèrent. Et même du côté des donneurs d'ordre, si je prends l'exemple d'Adwen, spontanément, un acheteur à Bremerhaven peut penser à une société voisine du même lander au lieu d'aller chercher une société comme Sameto en Bretagne. Donc il faut effectivement pas mal de volonté. Mais les exemples, ils existent. Alors, on a cité de Sameto parce qu'il était sur la tribune, mais je peux vous citer ACN en Normandie, ACN Normandie, qui est une société de... Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais parler d'ACMH, qui est aussi de l'autre côté, en Normandie. Il y a une société comme Canam qui travaille avec STX. Donc, je pense qu'il y a une vraie responsabilité des donneurs d'ordre de prendre à la lettre la mission qui est dans le principe de l'appel d'offres. Il y a des tarifs qui sont, pour l'époque où les champs vont être installés en France, supérieurs à ce qui va se faire en Europe. Il y a une seule légitimité à ces tarifs, c'est la création de la filière en France. C'est une obligation, je crois que François Lavoué l'a bien dit, c'est une condition sine qua non. Non, c'était, je crois, Hervé qui l'a dit tout à l'heure au nom de la DGE, mais c'est comme ça en tout cas que c'est compris. L'application de l'appel d'offres, ça nécessite la création en France de la filière. Et la filière, c'est des usines, mais c'est aussi les composants qui rentrent dans les usines. Donc là, je crois qu'il y a une mission, une obligation collective de réussir. C'est pas simplement de donner des commandes, c'est aussi de réussir à fournir dans les critères européens pour pouvoir effectivement être pérenne après à l'export. Quand je dis après, c'est pas après les champs français, ça peut être avant les champs français, comme l'a illustré Sameto tout à l'heure. François Lavoué, avant de repartir, vous allez faire le tour des stands du salon Synergie en regardant justement, pour répondre à la question, quelles sont toutes ces petites entreprises, sous-traitants, systémiers, ensembliers, fournisseurs de pièces détachées qui sont lancés dans les différentes filières. Oui, enfin, nous, on est toujours intéressés par rencontrer de nouvelles entreprises qui ne nous connaissent pas encore. C'est aussi aujourd'hui une occasion de présenter ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur apporter et voir si ça peut matcher. Donc, effectivement, je ne connaissais pas l'ensemble des entreprises qui ont été citées aujourd'hui. Je suis ravi de les découvrir et c'est peut-être l'occasion d'avoir des contacts un peu plus approfondis dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci. Autre question ? Vous avez déjà posé une question. Y aurait-il une autre question de la salle éventuellement? Mais on vous adore, mais... Voilà, alors il y a monsieur, j'ai oublié votre nom, Trotou, je crois, qui veut rencontrer monsieur Adwen. Voilà. Autre question de la salle? Oui, non? Non? Tout était clair? Oui? Présentez-vous bien. Jean-François Simon, Société HydroQuest. J'avais une question au niveau peut-être de l'Europe. Beaucoup des dispositifs européens exigent qu'il y ait une coopération et que ce soit des projets qui soient de coopération entre des acteurs de plusieurs États de l'Europe. Alors on voit bien le côté positif là-dedans et vertueux de ça parce que
il faut que les Européens coopèrent entre eux. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parfois une contrainte? Je ne pense pas qu'on va demander à des Américains ou des Chinois qu'il y ait forcément dans des coopérations entre des gens de l'Illinois, de Washington et de je ne sais pas quel autre État américain et ailleurs pareil. Alors voilà, ma question est-ce que ce n'est pas trop une contrainte dans un certain nombre de cas, même si l'aspect vertueux n'échappe à personne? Merci Jean-François Simon. C'est HydroQuest qui était un peu cité tout à l'heure, j'ai l'impression, Oui, lors des échanges. parfois cité Implicitement, le nom n'a pas été donné, mais on pensait HydroQuest. Alors Andrea Stratinescu, est-ce une contrainte de devoir travailler tous ensemble? C'est un défi, je dirais, mais l'exemple que vous avez mentionné, vous savez que ça ne se peut pas appliquer 100% à l'Europe. On parle de 28 pays, tandis que de l'autre côté, on parle d'un seul pays. Comme chaque pays contribue au budget de l'Union européenne, il est certain qu'un projet européen doit refléter et essayer de comprendre le plus possible d'acteurs européens. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le nombre minimal de pays qui doit être inclus dans un projet est reflété dans le nombre minimal de démonstrateurs. Donc, 3 pays européens, ça veut dire on peut avoir une PME, on peut avoir bien sûr une fournisseur de technologie principale, on peut avoir des instituts de recherche, dans aussi démonstration qui peut être fait en France. Ça dépend toujours de comment le projet est bâti et quels sont vraiment les acteurs impliqués. Mais en effet, c'est une contrainte qui a été créée avec les pays membres et c'est valide pour tous les projets européens. Philippe Cavafian, pour faire une bonne joint venture, il faut déjà 2 pays européens. 3, finalement, c'est juste un autre à trouver. Oui, je voudrais juste rebondir sur le mot contrainte. En fait, ça peut être aussi une très belle opportunité parce que quand on voit ce qu'on a appris, nous, au contact de l'expérience en Allemagne, on a fait une co-entreprise avec des collègues espagnols. Je crois que tant qu'on ne le fait pas, on n'a pas idée de tout ce qu'on peut en retirer. L'exemple de la Hollande sur les appels d'offres, le Danemark, enfin, je crois que quand on parle de coopération, qu'elle soit forcée ou non, de toute façon, on comprend dès qu'on coopère qu'en fait, on va beaucoup plus vite en réunissant les compétences. Et c'est vrai entre les pays, c'est de toute façon déjà une réalité au niveau de la recherche. Tous les labos qui travaillent sur des programmes le font avec des universités dans différents sites en Europe, donc de toute façon, c'est très naturel. Mais je pense que s'il y a un message aujourd'hui, parce que c'est les énergies marines renouvelables, ne souffront pas des clivages entre les technologies. Pas simplement les nationalités, mais passons notre temps à parler entre l'hydrolien, le flottant, le posé, et ne restons pas chacun dans nos couloirs. Parce que, encore une fois, la vraie course, elle est au niveau mondial. Merci Philippe Cavafian. Pas d'autres questions, c'est bon? Très bien, on est pile à l'heure. Alors, merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.